De ce château, il ne reste que quelques mètres de mur, ainsi qu'une porte à coussinets typiquement médiévale. Presque rien. Et pour cause, il fut détruit vers 1250 par les habitants de Sisteron, en révolte contre le pouvoir seigneurial. Tout au long de l'histoire, les affrontements entre cette population indépendante et le pouvoir vont se multiplier et modeler le visage des fortifications de Sisteron. De ce bras de fer naîtra la citadelle. Mais en cette fin de XIIIe siècle, ce sont bien les habitants de Sisteron qui ont marqué leur territoire. Cette ville avait son autonomie. Elle était administrée par des consuls et elle ne voulait rien perdre de cette autonomie. Donc c'est la ville de Sisteron qui assure en fait la défense du site. Il y a urgence à construire une défense digne de ce nom, car en ce XIVe siècle, le danger se rapproche. La guerre de Cent Ans fait rage chez le puissant voisin, le royaume de France. Aux portes du conflit, c'est tout le comté de Provence et en premier lieu sa ville frontière Sisteron, qui est sous la menace terrible des compagnies de mercenaires engagées par le roi de France pour combattre les Anglais. Les mercenaires qui font la guerre de Cent Ans sont des professionnels de l'art militaire, payés donc pour leurs prestations. Donc en dehors de leur période de combat, ces mercenaires donc, ont besoin de pouvoir avoir quelques ressources et vont faire en général des pillages alentour, hors du royaume de France. Il y a donc une psychose collective incroyable qui va se développer dans toutes ces villes provençales et qui va donc développer une mise en sécurité avec des budgets gigantesques. Donc c'est des enceintes absolument phénoménales qui sont construites et une des plus emblématiques, des plus spectaculaires, c'est celle de Sisteron. En serrant la ville contre le rocher, une puissante muraille est érigée. Elle s'étend sur plus d'1 kilomètre de long, atteignant par endroits les 10 mètres de hauteur. Elle est bordée de profonds fossés. 9 tours monumentales sont réparties autour de cette barrière infranchissable. De forme semi-circulaire, chacune fait plus de 20 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. En cas d'attaque, l'ensemble de la population environnante peut se retrancher à l'abri de cette enceinte. L'entrée en ville est régulée par les 2 portes principales de 15 mètres de haut, situées au nord et au sud de la ville. La porte nord, dite porte de la Sonnerie, a aussi pour mission de contrôler l'accès éminemment stratégique au pont de la Durance. Au sommet de cette enceinte, protégeant la frontière nord de la ville, la muraille est construite sur une partie du rocher particulièrement abrupte. Les bâtisseurs ont dû rivaliser de prouesses pour ériger ce chemin de ronde sur un site aussi vertigineux. C'est vrai qu'on peut vraiment parler ici à Sisteron de citadelle du vertige, parce qu'on a vraiment le mur d'enceinte de la ville du XIVe siècle qui défie les lois de l'équilibre. On a l'impression, quand on la regarde de loin, que c'est une excroissance géologique en soi. Si on a quelque chose d'érigé comme ça au-dessus du vide, c'est parce qu'on est dans un calcaire très compact et très solide. Et donc on peut s'appuyer dessus. Même en s'appuyant sur une roche dure, le défi semble colossal. Car l'arête rocheuse est irrégulière et surtout, elle s'élève en s'amincissant. Comment construire une muraille sur un sommet par endroits aussi fins? Les tailleurs de pierre se sont trouvés face à quelque chose qui était trop étroit, qui ne suffisait pas, et il a fallu qu'ils viennent de chaque côté construire des murs au nord et au sud pour élargir l'assise qui n'était pas suffisante. L'assise des murs est taillée des 2 côtés de l'arête en forme d'escalier afin de proposer des marches parfaitement horizontales pour poser les premières pierres. Leur importance est capitale. Elles doivent transférer au rocher tout le poids du mur sans être déstabilisées. Une fois ces bases posées, le montage des murs peut commencer. Il va mobiliser d'énormes quantités de pierres, très vraisemblablement issues des carrières voisines du Chambrançon. Une autre ressource naturelle beaucoup plus inattendue va aussi être sollicitée en masse, le bois. Il faut bien comprendre que les chantiers sont des chantiers qui sont menés avec énormément de bois, des très grosses quantités d'étais, d'échafaudages qui viennent percer le rocher, s'ancrer dans le rocher pour créer donc des plateformes qui ont permis d'assurer la stabilité des maçons pour qu'ils montent les murs depuis l'extérieur. Les plateformes sont montées progressivement, au fur et à mesure que le mur est construit, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du vide. Le chemin de ronde ainsi bâti est exceptionnel.
Il épouse sur plus de 140 mètres de long le tracé sinueux de l'arête rocheuse. Du haut de ce promontoire, on peut voir jusqu'à 150 km. Au bout de cette muraille qui protège l'entrée en Provence, on édifie à la même époque une grande chapelle. Mais sa construction pose question. Pourquoi, à l'endroit le plus stratégique du site, d'où on peut surveiller le pont en contrebas, décide-t-on de construire un édifice religieux? Dans toute ville associée à un point haut, le point haut est toujours d'abord occupé par un sanctuaire. On va magnifier le lieu, proche de la divinité, et c'est donc une valeur protectrice, prophylactique, d'installer une chapelle sur le sommet du point haut. C'était un signe architectural très fort dans le paysage, c'est-à-dire du côté Dauphiné, avant de voir la ville, de découvrir qu'il y avait une ville derrière cette barre rocheuse, on a vu s'élever dès le XIVe siècle cette grande chapelle et cette tour. Mais comment les bâtisseurs ont-ils réussi à construire une église de près de 10 mètres de large sur une arête si fine qu'elle peine à recevoir un rempart d'1 mètre d'épaisseur? Impossible d'utiliser la même technique que pour le chemin de ronde. En observant la chapelle restaurée selon sa forme originale au XXe siècle, on voit qu'elle est asymétrique. Les murs du côté sud sont plus grands que ceux du côté nord. Un indice qui révèle la structure de ses fondations. La chapelle est adossée à l'échine rocheuse qui elle-même porte le mur de l'enceinte de la ville depuis le XIVe siècle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas employer l'explosif pour creuser parce que cette pierre est trop fracturée et donc ça me crée des micro-fissures qui feraient qu'elle se disloquerait. Donc on est obligé d'y aller à la baramine et descendre donc, petit à petit pour créer donc, cette grande semelle qui va permettre d'encastrer la chapelle dans le rocher. Un travail considérable. La plateforme ainsi creusée mesure plus de 200 mètres carrés, l'équivalent d'un terrain de tennis. À certains endroits, le rocher a dû être creusé sur plus de 5 mètres de hauteur pour arriver à obtenir une telle surface. Ce qui explique qu'elle n'a pas de fenêtre au nord, puisqu'on est venu créer cet espace voûté qui est ancré donc dans l'échine rocheuse. Depuis l'intérieur de la chapelle, on peut voir les impacts de l'outil dans la roche. Les fondations de la voûte s'appuient par endroits à même le rocher. La chapelle vient ainsi compléter les murailles de la ville, qui est alors d'une surface équivalente à la cité de Carcassonne. Pour défendre cette enceinte considérable, on compte sur les puissantes tours à la hauteur tout à fait remarquable, presque démesurée. Et pourquoi ces tours sont-elles si hautes? On peut se poser la question, est-ce vraiment nécessaire? Surtout que le mur d'enceinte entre les tours est beaucoup plus bas. C'est 1/3 seulement de la hauteur des tours. En fait, c'est une époque où l'on utilise énormément les grosses arbalètes pour la défense. Et pour l'efficacité du tir à longue portée avec ces grosses arbalètes, il fallait avoir une certaine altitude de position de tir. C'est des arbalètes qui font 6 mètres d'envergure, donc c'est 12 hommes qui les servent et qui peuvent lancer une flèche de 2 mètres de long jusqu'à 150 à 200 mètres de distance. Donc c'est des armes de guerre extraordinairement puissantes. Et donc ces tours sont montées précisément pour constituer les plateformes à engins.